Puis aux États-Unis, il y a deux sexes, masculin et féminin. C'est Donald Trump qui a prononcé ces mots lors de son discours d'investiture il y a une semaine. Donald Trump qui s'attache à appliquer ce principe et la cible ces dernières heures, c'est l'armée. Pour qu'elle soit la plus létale du monde, dit-elle, il faut mettre fin, je cite, à l'extrémisme transgenre. Dont acte, les transgenres seront exclus de l'armée américaine. Donald Trump qui mène, et cette dernière affaire en est l'illustration depuis une semaine qu'il est de retour à la Maison-Blanche, à marche forcée, ce qu'il appelle la révolution du bon sens. Il l'avait promis pendant la campagne, il l'avait déjà appliqué lors de son premier mandat. De quoi cette révolution du bon sens est-elle le nom? Que veut-elle dire? Dans quelle direction veut-elle emmener la société? Auprès de qui trouve-t-elle un écho? Qui peut résister à ce narratif qui semble tout puissant? Bref, dans quel sens va le bon sens? On pose la question jusqu'à 10h45 à Thomas Negaroff et Christian Salmon. Bonjour messieurs. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Negaroff. Bonjour Pauline. Bienvenue sur ce plateau. Vous Merci. êtes journaliste, historien, spécialiste des États-Unis. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui vous préoccupe depuis un moment. On vous regarde le dimanche sur France 5, on vous écoute le samedi sur France Inter. Dans l'intimité des présidents américains, c'est votre dernier livre qui est sorti chez Talendier. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Merci d'être là, essayiste et chroniqueur à Marianne. Votre dernier livre s'appelle L'Empire du discrédit et il est sorti au Lien qui libère. C'était il y a une semaine et 24 heures à Washington. Donald Trump, on l'écoute. Aujourd'hui, je vais signer une série de décrets historiques. Grâce à ces mesures, nous entamerons la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens. C'est une question de bon sens. Tout d'abord, je déclarerai une urgence nationale à notre frontière sud. La révolution du bon sens, du common sense en anglais, deux mots dont l'application dépasse largement l'apparente simplicité de l'expression. Le bon sens, Donald Trump n'a cessé d'en parler pendant la campagne et c'est le principe qui semble présider à tous les décrets pris à marche forcée depuis une semaine. Mais c'est quoi le bon sens selon Donald Trump? C'est la question qu'on va se poser jusqu'à 10h45 et on va avoir d'abord quelques éléments de réponse avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Alors d'abord, pour Donald Trump, le bon sens a consisté à identifier les leviers électoraux les plus efficaces. Le pouvoir d'achat, évidemment, l'immigration, l'avortement et bien d'autres choses encore. C'est un travail qui a commencé pour lui en 2016 et qu'il a transformé en une sorte de narratif qu'il n'a pas cessé d'affûter en réalité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à remporter 2 fois l'élection présidentielle américaine, comme on le sait. Un narratif qui repose sur quelques idées simples et je dirais même sur quelques peurs simplistes. La première de ces peurs, c'est évidemment la peur de l'étranger qui, dans les discours de Donald Trump, devient l'envahisseur, forcément délinquant, et qu'il faut donc traquer et renvoyer dans son pays d'origine de la manière la plus visible et je dirais même de la manière la plus théâtrale possible. Et peu importe ce qu'il décrit comme la menace migratoire ne soit en réalité pas une menace, mais plutôt une opportunité économique pour les États-Unis. Un petit nombre d'expulsions bien montrées, comme il le fait en ce moment, ne privera pas significativement l'économie de l'indispensable main-d'œuvre bon marché que représentent les migrants illégaux et suffira à satisfaire ses électeurs. Voilà pour le bon sens tactique et politique de Donald Trump. Mais je dirais que ce n'est pas le domaine dans lequel il a le plus surpris. Prenons par exemple le domaine diplomatique. Donald Trump n'a que peu de notions de ce qui se fait ou ne se fait pas dans le domaine diplomatique, ou plutôt, il a définitivement renoncé à se plier aux coutumes du dialogue international. On l'a vu, par exemple, dans la manière dont il a négocié le retrait américain d'Afghanistan et de manière encore plus criante au Moyen-Orient, jusqu'à parvenir, c'est vrai, à imposer quelques avancées comme la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes avec les fameux accords d'Abraham. En s'affranchissant des règles, donc, la méthode Trump s'impose par une forme de bon sens assez binaire et parfois
ça marche. Et enfin, il y a, c'est vrai, chez Donald Trump, ce que l'on peut en quelque sorte qualifier de bon sens populaire. Cette capacité à entendre quelques revendications simples du peuple américain pour y apporter des réponses tout aussi simples. Quand le camp démocrate, par exemple, a prêté une oreille attentive à la question complexe de l'identité de genre, Donald Trump a deviné assez vite que le sujet allait susciter le rejet par le plus grand nombre en tout cas. Et par un simple calcul de bon sens, il a su s'imposer dans l'opinion américaine comme celui qui allait protéger l'Amérique, je cite, de ce qu'il appelle les excès progressistes. Mathieu Mabin, depuis Washington. Thomas Negaroff, est-ce que le bon sens est une réponse simple à des questions qui ne le sont pas? Le bon sens est cette réaction sélective de l'esprit qui réduit le monde idéal à des mécanismes directs de riposte. En gros, je répète les mots, réaction sélective de l'esprit. On simplifie les choses, les problèmes, et on offre une riposte. C'est pas de moi, mais j'aurais bien aimé, c'est Roland Barthes, qui en 1960, dans les mythologies, fait une pleine page sur le bon sens. Vous savez, les mythologies, c'est une série de mythes des années 60, des 30 Glorieuses, et il y a le poujadisme. Le poujadisme qui est un mouvement politique français qui repose exclusivement sur le culte du petit, le bon sens populaire. Les gens ont raison contre les élites. C'est des choses qu'on va, à mon avis, beaucoup développer ensemble avec Christian, parce que ça fait partie vraiment de la mécanique qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, même dans notre histoire politique française, c'est que le poujadisme, c'est sous cette bannière-là que Jean-Marie Le Pen a été élu pour la première fois de sa vie au Parlement en France. Et on va parler de la France aussi, parce que le bon sens, il n'est pas qu'aux États-Unis, il est aussi en France, et il n'est pas qu'en France, il est bien dans d'autres espaces. Donc oui, c'est une réponse sélective, simple, à des problèmes complexes. Et je pense qu'en 60, quand Roland Barthes écrit cela, il ne pensait pas à quel point ce serait 60 ans plus tard une arme de destruction massive, parce que le monde était plus simple en 60 qu'aujourd'hui. Plus le monde est compliqué, plus il est tentant d'aller chercher des réponses simples à des problèmes complexes et des incertitudes. Vous utilisez l'expression arme de destruction massive. Roland Barthes disait que la guerre contre l'intelligence se menait toujours au nom du bon sens, Christian Salmon. Oui, tout à fait. C'est curieux parce que je relisais ce matin les mythologies de Barthes. Toujours lire les Barthes le mardi matin. Le passage sur Poujade. Et vous savez, Poujade avait dit, pour faire le lien avec Le Pen, Poujade disait de Jean-Marie Le Pen, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge sur le tiroir-caisse. Voilà le bon sens, c'est-à-dire le tiroir-caisse des commerçants et artisans du Sidunati, qui était le syndicat de Poujade, et qui va porter pour la première fois Le Pen, comme vous le disiez, au Parlement. Alors, il faut dire que cette notion de bon sens, il faut la recontextualiser, parce qu'au fond, elle jalonne l'histoire politique, non seulement américaine, mais européenne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, mais ça s'est accéléré depuis la révolution néolibérale. Thatcher, Reagan. Reagan est un prophète du bon sens, hein, puisqu'il va multiplier les slogans. Vous vous souvenez de la reine assistance, hein, cette femme qui avait plusieurs cartes vitales, qui collectionnait les pensions. Qui avait une Cadillac. Qui avait une Cadillac, la milliardaire des allocations sociales. Bon, c'était le début du fait de brocarder l'État-providence, les mesures sociales, etc. C'est aussi lui, l'État n'est pas la solution, l'État est le problème. Voilà ces mécanismes. Mais on va avoir ça avec Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Hein. C'est aussi l'idée au fond que, voilà, il y a un côté pléonasmatique dans le concept de bon sens. C'est la solution qui s'impose d'elle-même. Voilà. Et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et ça c'est le plus important, c'est-à-dire que l'invocation du bon sens a toujours fonctionné comme une manière de faire, comme une élision de la délibération démocratique. Il n'y a rien à discuter. La réalité est la réalité. Ce qui fait que pour en revenir aujourd'hui, alors bon, je disais, elle jalonne depuis Reagan et Thatcher. On l'a eu en France. Le bon sens a été porté par quelqu'un comme François Fillon. La révolution du bon sens, disait-il, comme Donald Trump, même expression. Voilà, exactement.
J'entendais aussi Monsieur Retailleau, il y a quelques jours, contester des statistiques sur le lien entre immigration et délinquance, qui disait non, c'est pas la réalité. Alors le bon sens, c'est aussi la réalité. Le réel, c'est le réel, les affaires sont les affaires, et le bon sens, c'est le bon sens. Donald Trump parlait aussi de bon sens, Thomas, lors de son premier mandat, dans sa façon de gérer la crise Covid. Il y a quelque chose aussi qui fait primer l'intuition sur la connaissance, avec ce bon sens. Oui, et là, si on rentre vraiment dans la machine du bon sens, et là, on fait plutôt de la science politique, on est clairement dans du populisme, au sens strict du terme, à savoir une remise en cause de l'autorité et de la complexité des problèmes. Le bon sens, mais coupe court à toute discussion, puisque comme le Christian le disait, effectivement, c'est le réel, et si vous n'êtes pas d'accord avec le bon sens, c'est que vous défendez apparemment le mauvais sens. Il n'y a qu'un bon sens, et en effet, le bon sens est d'autant plus fort qu'il en appelle non pas à la culture, au diplôme, mais au ressenti. Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on est beaucoup dans l'ère du ressenti aujourd'hui et ça raconte vraiment ce moment-là, peut-être que le prochain livre, parce que Christian a la capacité, le génie de choper l'air du temps, c'est le discrédit aujourd'hui, ça a été les bouffons, ça a été le storytelling. Je me demande si on n'est pas aujourd'hui rentré dans l'ère du ressenti. Je pose ça dans la machine à idées de Christian, mais ça raconte un peu ça, l'intuition. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre du bon sens paysan. On dit souvent, il y a un adjectif, le bon sens paysan. Bah oui, il ne faut pas planter à ce moment-là parce que le paysan, il sait, mais sans l'avoir appris. C'est ça qui est important. Il sait sans l'avoir appris. C'est ça l'intuition. Savoir sans avoir appris. La terre, elle ne ment pas. La terre, elle ne ment pas. Et à propos d'intuition et du sens du moment, vous le disiez, cette expression jalonne la vie politique depuis un moment, mais elle s'inscrit dans un moment très particulier qui est celui d'une défiance incarnée par Donald Trump vis-à-vis des élites. Guillemets, élite qu'il est lui-même étant l'un des hommes les plus riches des États-Unis, mais il permet de souligner cette opposition entre précisément ce bon sens paysan, des vrais gens qui, eux, auraient la bonne intuition versus celle des élites qui, par définition, auraient tort. Oui, c'est le paradoxe de Trump, hein, c'est-à-dire et d'ailleurs dans un de ses discours, l'un des derniers discours de la campagne, il a inversé l'accusation contre les élites en s'adressant à son public en disant mais les élites c'est vous. Et il a même insisté en disant mais mes collaborateurs m'ont dit de ne pas dire ça, mais moi je pense que les élites c'est vous. C'est-à-dire les élites, ceux qui détiennent la vérité, ceux qui détiennent l'expertise, on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est au fond une sorte d'inversion du discrédit, hein. C'est-à-dire que jusqu'à présent il a mené tout son premier mandat et toute sa campagne, il avait un déficit de récit, hein. Moi j'avais observé, on avait appelé ça l'ère du clash à l'époque, c'est-à-dire qu'il jouait beaucoup sur des effets de rupture, de transgression, mais on voyait pas trop une ligne narrative apparaître. Et d'ailleurs, il se distinguait des 8 ans d'Obama qui avait usé et abusé du storytelling. Là, je trouve cette fois-ci, depuis une semaine notamment, beaucoup plus que pendant la campagne, il y a une stratégie narrative. Il y a vraiment une volonté avec toutes sortes de contradictions. Parce que, par exemple, pour ne pas perdre de vue le bon sens, il dit, au fond, le bon sens, c'est on est sous la submersion de l'immigration. Il faut renvoyer, il faut protéger les frontières, il faut construire un mur. Mais dans le même temps, il transgresse ce qu'il dit en allant convoiter le Groenland Panama. Le Panama. Le Canada. Le Panama, etc. Donc, vous voyez, 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire que les frontières, la souveraineté nationale, le respect de l'identité américaine, pur jus, sans gêne étranger, etc. Et en même temps, d'où un certain nombre de débats qui sont en train d'apparaître. Par exemple, l'histoire du visa avec Musk, hein, où il y a la base MAGA qui est contre ces visas, qui permet d'embaucher des experts, disons, étrangers. Et Musk qui défend ça. Ce qui est bien avec le bon sens, c'est que ça permet la contradiction. En tout cas, ou au contraire, c'est que le bon sens, tout à coup, il se heurte souvent à la réalité. Parce que c'est là le grand paradoxe. Le bon sens se présente comme le réel, mais quand il est face
à la complexité du réel, souvent ils se délitent. Vous avez dit effectivement assez justement, le Covid a été un moment important de bon sens. Mais que s'est-il passé au bout d'un moment quand le bon sens trumpiste était de dire prenez de l'eau de Javel, n'ayez pas peur, sortez. Quand le virus était là et qu'il a commencé à galoper partout, ce bon sens-là s'est transformé par un autre bon sens de s'enfermer chez soi. Donc le bon sens, si vous avez deux bons sens qui s'opposent, à la fin, il n'y a plus de sens du tout, quoi. Et quand Christian dit sur l'immigration, c'est un cas intéressant parce que, effectivement, on voit bien la logique de bon sens. Des migrants entrent chez nous, on va faire un mur. Problème, solution. Où on va mettre des clandestins dans un avion, dans des bus, dans des bateaux. Et problème, solution. Mais effectivement, quand on commence à dire « Ah, mais attention, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas aller chercher les clandestins chez eux ». Et on a commencé à voir en Californie, le lendemain, dans les restos, il n'y avait plus de Mexicains pour remplir les verres d'eau des bons Américains. Il n'y avait plus de paysans pour aller ramasser les fruits et les légumes au Texas ou en Floride. Et là, ils commencent à se dire « Ah, alors notre bon sens construit d'autres problèmes qu'on n'avait même pas imaginés. » Et c'est là que la boîte à outils du bon sens, elle montre assez rapidement ses limites quand elle entre dans le vrai monde, qui est un monde souvent beaucoup plus complexe, mais c'est là où c'est le grand paradoxe, c'est que c'est la complexité qui fait émerger le bon sens, mais c'est le bon sens aussi qui fait réémerger la complexité après. Et est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça aussi dans la puissance du narratif, avoir effectivement sur le temps long quelle forme de pérennité il trouvera, mais ça marche pour tout le bon sens, ça marche pour l'immigration, ça marche pour l'économie, on le disait, on a un problème à la frontière, on met des clandestins dans le bus et puis on n'en parle plus, on n'a pas de pétrole ou c'est trop cher, on va forer comme des déglingos, on veut pas s'embarrasser de gestion humaine trop compliquée, on l'évoquait dans le journal, on met un terme à la question des transgenres, au programme d'inclusivité, effectivement, problème complexe, réponse simple, et en tout cas dans l'esprit des gens, parce que bien sûr on n'est pas naïf sur ce plateau, ça fonctionne ce discours, donc dans l'esprit des gens, voilà, problème complexe, solution trouvée, on passe à autre chose. Oui, c'est pour ça que je crois que le bon sens n'est pas quelque chose qui émanerait comme ça de l'ère du temps c'est une construction narrative. C'est-à-dire que, par exemple, comment on explique que, pour reprendre l'histoire de l'immigration, ces étrangers qui viennent manger le pain et le travail des nationaux. Mais il se trouve que et qui mangent leur chat et qui. Il se trouve que dans les restaurants, ce sont les étrangers qui nourrissent les nationaux. Pareil pour ce mal de l'immigration qui introduit des gènes tout à fait graves sur la santé. Mais dans les hôpitaux, ce sont souvent des médecins étrangers qui soignent les nationaux. Donc on voit à quel point le bon sens est une sorte de fétiche qui permet non seulement de simplifier ce qui est complexe, mais de cliver les significations, de cliver la lecture qu'on peut avoir. Il y a une fonction, je dirais, vitrifiante presque du bon sens. C'est-à-dire que la complexité du réel, la richesse des dialogues, des échanges, des matérialisés par exemple par la culture trans qui se développe partout dans le monde, est vitrifiée, gelée par une sorte de... Et Trump est extrêmement conforme à ça, parce que, y compris dans sa manière d'être, dans son langage, il est le héros de la simplification. Et en ça, est-ce que le bon sens, Thomas, est un retour en arrière, en ce sens que... et d'ailleurs, la révolution du bon sens en soi ne voudrait rien dire, puisqu'on reviendrait à quelque chose d'assez conservateur, quoi. Une époque où les hommes seraient des vrais hommes, les femmes des vraies femmes, on consommerait beaucoup de pétrole, on aurait des grosses voitures, et on en verrait valser cette espèce de culpabilité qui nous habite collectivement. Vous avez devancé exactement ce que je voulais dire, à savoir que le terme de révolution du bon sens est un oxymore. Le bon sens est réactionnaire, par définition même, parce qu'il en appelle à une intuition préalable. Donc c'est revenir à des choses qui parfois n'ont jamais existé. On a aujourd'hui un livre d'ailleurs intéressant qui est sorti il y a quelque temps, dirigé par Vincent Martini, sur les 30 Glorieuses, qu'il appelle les temps nouveaux. Et lui dit, pareil, il faut arrêter... Qui est un politologue français. Français, ouais, pardon. Il dit, il faut arrêter le fétichisme des 30 Glorieuses, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Le bon sens se nourrit aussi d'une forme de nostalgie, d'un passé... Trump parle de l'âge d'or américain. Absolument, d'un passé mythifié. Et les réponses, d'ailleurs, regardez-les. Parce que si on regarde un peu les réponses, le mur... l'interdiction, on est quand même
Roland Barthes disait des ripostes massives. On est sur des ripostes massives, souvent genrées, si je puis dire, un peu masculinistes, quoi, où on ferme. On ferme. La révolution n'est pas la fermeture. La révolution, c'est l'ouverture. Or là, on ferme les horizons parce qu'on considère que les horizons d'avenir sont trop inquiétants, sont trop angoissants. Et donc, la révolution du bon sens, c'est en ça qu'il y a quelque chose de révolutionnaire, parce que la révolution, c'est aussi la vraie révolution, c'est retour au point de départ. Donc, au sens strict du terme, mais c'est pas comme ça qu'il l'entend, il y a le retour à un point de départ qui est mythifique, qui n'a jamais existé. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire américaine en particulier, c'est parce que on a parlé de la France, on va peut-être parler de Milei ou d'autres territoires du monde entier, mais il y a quelque chose de très spécifique aux États-Unis. La révolution américaine s'est faite au nom du bon sens. Le common sense, c'est dans la déclaration d'indépendance américaine. C'est une question de bon sens que se séparer des Anglais. Et Thomas Paine, un des pères fondateurs de la nation américaine, écrit The Common Sense, un petit livre, une sorte de pamphlet, sur le bon sens. Donc, Donald Trump connaît aussi bien sa nation, et il sait aussi qu'en référer toujours à ce passé mythifié, qui n'est pas qu'un passé de court terme, mais c'est un passé de long terme, et donc tendre un miroir flatteur aux Américains, vous êtes vous-même à nouveau les réinventeurs de cette nation américaine et de son bon sens qui nous a construit, ça résonne particulier. C'est pour ça qu'à mon avis, le bon sens, il résonne plus puissamment aux États-Unis que chez nous ou ailleurs en Occident. Le bon sens est réactionnaire, comme le disait Thomas Niggerhoff ? Si on prend par exemple le discours sur la race pure ou sur le chef, tout ce masculinisme qui est en train de transpirer de tous les côtés de la société américaine. Mais qui est une des raisons du succès de Donald Trump lors de la dernière élection. Absolument. C'est une vieille histoire, hein, ça a plus d'un siècle. On l'oublie, mais par exemple, quand vous lisez Gatsby le Magnifique, dans les premières pages, il y a un dîner parmi les milliardaires, un dîner de milliardaires où celui qui invite tout le monde, d'un coup pique une colère en disant mais c'est très grave ce qui se passe en ce moment, la race blanche va être balayée, et donc il développe une sorte de théorie du grand remplacement avant la lettre, en faisant référence à deux best-sellers de l'époque qui sont de véritables best-sellers. On en a parlé ensemble lors d'une autre émission. Donc c'est une vieille histoire, cette histoire de l'eugénisme, de la pureté de la race. Et vous savez, Guy Debord, dans la Société du spectacle, a cette phrase incroyable, il dit le fascisme, c'est un archaïsme techniquement équipé. Je dirais que c'est comme ça qu'on pourrait définir le grand récit trumpiste aujourd'hui. Vous avez effectivement le rappel de ces grands archaïsmes, le chef, la nation pure, la nation exceptionnelle, l'exceptionnalisme américain qui doit dominer le monde, etc., sans problème. Et en même temps, le techniquement équipé, ça renvoie à quoi? Ça renvoie aux réseaux sociaux, ça renvoie à Tesla, au grand récit de la conquête de Mars, qui est complètement un récit hallucinant. Et donc ce paradoxe entre l'archaïsme des thèmes invoqués et des obsessions dont Thomas parlait à l'instant, et en même temps techniquement équipé, c'est-à-dire qui assure sa force de frappe nationale et mondiale. C'est ce que disait Mathieu Mabin tout à l'heure, quand le bon sens a derrière lui la puissance économique, militaire, diplomatique des États-Unis. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est une arme extraordinaire. Oui, le bon sens, il repose sur un sentiment, souvent, qui est le ressentiment. Comme Nietzsche appelait la rumination de l'âme, cette rumination de l'âme sur laquelle surfe Trump. Alors pour le coup, Trump 1 comme Trump 2, vous êtes des victimes, vous êtes humiliés, etc. Et j'ai des solutions de bon sens pour vous redonner votre fierté à vous les Américains. Et en effet, si on met ça, qui est quasiment archaïque, le ressentiment, le sentiment d'être humilié, ça c'est psychologique et c'est humain. C'est régressif. Oui, c'est régressif. Si vous mettez face à ça l'hyper-modernité, vous avez, si vous mettez du régressif et de l'hypermodernité, vous avez du transgressif. Et le transgressif, c'est exactement ce qu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, nourri par ces idées-là, ultra simples. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et je pense qu'on n'a pas mesuré en fait à quel point les 140 signes, devenus 280, mais
peu importe, c'est une arme de destruction massive de la pensée complexe. Or, le bon sens surfe sur ce moment où la pensée complexe est une pensée considérée comme faible ou porteuse de suspicion. Je me souviens de Barack Obama qui avait hésité à un moment donné à savoir s'il devait envoyer ou pas des hommes sur un terrain d'affrontement. Et je me souviens très précisément du temps qu'il avait pris. C'était 24 ou 48 heures. Sur les médias américains conservateurs, c'était un signe non seulement d'hésitation, mais surtout de faiblesse. Parce qu'il n'en avait pas appelé à son instinct. On a employé le mot d'instinct et d'intuition. L'instinct aux États-Unis, notamment du chef, c'est le signe qu'il a été aussi l'élu. Pas l'élu démocratique, mais l'élu de Dieu. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Je suis choisi. Donc, il n'y a pas de filtre. Le filtre que je pourrais mettre, moi, il va ralentir la prise de décision. Et ça, j'avais même fait un petit texte au moment du Covid. On reparle beaucoup du Covid, comme toujours. Vous savez, il y a les tracts Gallimard. Et pendant les tracts, c'est des petits textes, un peu de pamphlets, voilà, des textes d'interpellation rapides. Et pendant le Covid, il y avait des textes tous les jours, en ligne. Et moi, j'en avais fait un sur Trump, au moment du Covid, c'était la culture de l'inculture. Et on est exactement dans cette idée-là, autour du bon sens. C'est l'idée que l'inculture est mise en avant comme une qualité, et c'est peut-être ça qui distingue les États-Unis de l'Europe, une qualité parce que ça permet d'éviter de perdre du temps dans la réflexion inutile. Et quand je dis suspicieuse, inutile, et aussi parce qu'il y a l'idée que dans le temps de la réflexion, il y a l'état profond qui va venir insuffler le doute, insuffler son lobbying. Si je décide tout de suite de ce que je vais faire, là, je suis dans la vérité et dans le vrai. D'ailleurs, preuve qu'on est coincé dans cette boucle spatio-temporelle, celui que Trump a choisi pour le ministère de la Santé et le fameux Kennedy, vaccino-sceptique, dont on se rappelle est sorti pendant le Covid. On va continuer cette discussion juste après la pause avec Thomas Negaroff et Christian Salmon. À tout de suite. Liberté, égalité, actualité. Il est 10h30 ici à Paris, la suite de Parlons-en. Aujourd'hui, une question a priori simple, réponse complexe. On va contre le sens du discours en ce moment. Dans quel sens va le bon sens ? Le bon sens, c'est cette révolution que promet Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche il y a une semaine et qu'il semble effectivement appliquer à marche forcée. On en parle avec vous, Christian Salmon. Rebonjour. Merci encore de participer à cette discussion. Essayiste et chroniqueur à Marianne. Vous signez l'Empire du discrédit au lien qui libère. On va en reparler justement dans un instant de ce discrédit. Thomas Negaroff, rebonjour, journaliste et historien, spécialiste des États-Unis. Dans l'intimité des présidents américains est sorti chez Talandier. Je voudrais quand même qu'on revienne, avant d'évoquer le carburant de ce discours a priori simpliste, sur l'une des illustrations de cette révolution du bon sens voulue par Donald Trump, cette question de l'identité de genre. Il a eu ces mots très forts il y a une semaine lors de son discours d'investiture, disant qu'aux États-Unis, à partir de maintenant, il y aurait des hommes et des femmes. Et il a décidé ces dernières heures de libérer l'armée, je cite, de la folie transgenre. Ainsi, les transgenres seraient exclus de l'armée américaine qui doit rester, je cite toujours, la plus létale du monde. C'est ce que nous explique en images Julien Cheida. Devant un parterre d'élus conservateurs, Donald Trump persiste et signe. En l'état, un nouveau décret qui ouvre la voie au bannissement des personnes transgenres de l'armée américaine. Pour être sûr de disposer de la force de combat la plus létale au monde, nous éliminerons l'idéologie transgenre de notre armée. Ça va disparaître. Nous empêcherons nos militaires d'être endoctrinés par des idéologies de gauche radicale telles que la théorie critique raciale. Nous allons l'arrêter. C'est déjà arrêté. Un précédent décret signé le 20 janvier restreignait déjà les droits des personnes transgenres. Au motif, selon le président américain, que les États-Unis ne reconnaissent que deux genres, masculin et féminin. Sur les 2 millions de militaires américains, le nombre de soldats transgenres est estimé à 15 000. Au-delà du symbole, c'est un coup politique porté par Donald Trump à son prédécesseur Joe Biden, qui avait autorisé les personnes transgenres à servir dans l'armée américaine. Le nouveau chef du Pentagone, Pete Hegseth, nommé de justesse par le Sénat, a fait savoir qu'il appliquerait sans délai ce nouveau décret. Une manière de satisfaire l'aile conservatrice de l'électorat républicain, très arc-boutée sur les questions d'identité et de genre.
Selon des chiffres officiels, plus d'1,5 million d'Américains de plus de 13 ans s'identifient comme transgenres. Voilà, ce qui vaut pour l'armée américaine vaut pour l'ensemble, selon Donald Trump, de la société américaine. À propos du moment, Christian Salmon, qu'on vit, est-ce que ce bon sens, et on sent le sens, pour le coup, le vent qui va plutôt effectivement en faveur de ce narratif, s'inscrit aussi dans une forme de retour de bâton après les années MeToo, ces années qui ont fait beaucoup avancer les droits des femmes. Est-ce que c'est ce fameux backlash de MeToo dont on parle depuis un moment maintenant ? Oui, on peut le voir de cette manière. Moi, ce que je perçois dans ce narratif trumpiste nouveau, là, c'est au fond le fait que tout ce qui bouge dans la société, tout ce qui n'est pas stabilisé, tout ce qui se cherche, aussi bien au niveau des minorités sexuelles, de la lutte des femmes, etc., est l'ennemi absolu. C'est-à-dire qu'il faut figer la société, il faut la cristalliser sur des critères extrêmement simples à comprendre, etc. Et donc, au fond, ce qui va de pair avec le droit à la variation, le droit à la métamorphose, qui est au cœur de la révolution anthropologique qu'on vit partout dans le monde. Hein, ce backlash, c'est retour à la simplicité, retour aux catégories fixes, refus de la métamorphose. Et là, on a une sorte de lien avec qu'est-ce qui fait qu'une société progresse, qu'une société expérimente de nouveaux rapports au corps, de nouveaux rapports au désir, de nouveaux rapports au temps, à l'espace. Tout ce qui se joue en ce moment est complètement vitrifié par le discours de Trump et qui, au fond, fait porter la responsabilité de ce trouble anthropologique à toutes les élites scientifiques, les experts médicaux pendant le Covid, les journalistes qui sont au fond qui jouent un rôle de vulgarisation et de transmission du savoir, l'archevêque de Washington qui est traité comme un va-nu-pied, qui a fait la leçon. Oui, parce que simplement il a fait appel à la compassion, etc. Donc on a une sorte de violence simplificatrice et réductrice qui empêche la société d'évoluer. Et c'est ce glacis qui me paraît vraiment très inquiétant. Le refus de la métamorphose ? Oui, et la priorité du corps sur l'esprit, j'allais dire l'âme sur l'esprit. C'est très fort, je trouve, à quel point on en revient toujours à des considérations certes fixistes, mais aussi biologiques. Il y a un refus vraiment de la dimension psychique. On ne naît pas homme, on le devient, Erasme, on ne naît pas femme, on le devient. Ces questions-là sont absolument inentendables par Trump et les défenseurs du bon sens. On est né avec un zizi, on est un garçon, et donc, si on est un garçon, on pense comme un garçon et on agit comme un garçon. Je me souviens de Ronald Reagan, dont on parlait au début de notre discussion avec Christian, qui, dans les années 80, c'est effectivement peut-être le premier grand penseur du bon sens comme modalité d'action politique. Il est dans une conférence de presse au moment où il y a une grave crise de la psychanalyse et de la psychologie dans le pays. Psychologie, pas psychanalyse, psychologie dans le pays. Problème de psychologue, il n'y a plus assez de psychologues. Et il y a un psychologue qui lui pose la question, qui lui dit « Monsieur le Président, que comptez-vous faire ?» Réponse extraordinaire de Ronald Reagan. Vous savez, moi, si je suis face à un psychologue et que je m'allonge, je m'endors. Mais tout est dit. Tout est dit. Et sauf que, je trouve ça dingue. J'ai reçu à la radio Antoine Garapon. Antoine Garapon, c'est un des très grands magistrats français qui est pour la justice restaurative et qui dit, et il y a des faits divers tout le temps dans nos pays, dans tous les pays, des gens qui nous regardent, il y a toujours des faits divers terribles. Et il dit, si on ne prend pas en compte l'histoire de celui qui commet le drame, qui commet le crime, on va sans cesse renouveler ça. Ce que je veux dire, c'est que le bon sens, c'est de dire, le criminel, je le mets en prison. La réflexion plus profonde pour éviter ça, c'est de réfléchir aux causes et aux racines des problèmes. Sauf que ça coûte du temps, de l'argent. Et c'est complexe. Et dans le temps démocratique, et c'est aussi une question qu'on doit se poser, dans le temps démocratique, on doit avoir des résultats très vite. Et on en revient toujours à cette question des réseaux sociaux et à cette question de la culture du clash, autre thème de Christian Salmon, c'est qu'on a besoin de résultats tout de suite, dans les 24 heures. Et comment on a des résultats en 24 heures ? En prenant du bon sens.
Force est de constater que ce discours simpliste fonctionne. Donald Trump a été élu démocratiquement, largement, notamment grâce à ce discours masculiniste, ce fameux podcast masculiniste auquel il a participé et qui a contribué à son élection. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce carburant de ce discours, de ce bon sens. De quoi est-ce qu'il se nourrit? Est-ce qu'il se nourrit de la colère? Est-ce qu'il se nourrit d'un sentiment, d'un monde trop compliqué ou qui va trop vite? Quand Donald Trump dit aux États-Unis maintenant il y a les hommes et les femmes, sur quoi est-ce que ça rebondit dans le cœur des Américains? Et pas que des Américains et des Américaines. Moi, je crois que le problème le carburant, comme vous l'appelez, de ce phénomène, tient au fait que depuis 2005, avec l'apparition des réseaux sociaux, mais surtout depuis 2008, avec la crise financière, on a vécu une série de chocs narratifs, de crises de narration. Qu'est-ce que c'est qu'une crise de narration? C'est quand on n'a plus de récits, les gens n'ont pas de récits disponibles pour se projeter dans l'avenir, pour concevoir une vie pour eux et pour leurs enfants meilleure, etc. C'était ça quand même le grand récit américain, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un pays qui offre une page blanche, évidemment, aux migrants, sur laquelle ils peuvent écrire une nouvelle histoire, oublier le passé et écrire une nouvelle histoire. Or, on est dans un déficit de ce monde possible, de cette vie possible. Et depuis 2008, c'est flagrant. Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu leur travail, etc. Et au fond, le ressentiment dont on parlait s'est imposé comme la seule catégorie. C'est pour ça aussi que je vois naître dans les discours de Trump cette histoire de grande épopée, de la conquête de Mars, etc. Le retour du récit sur la Lune, qui revient au fond pour donner, et le discours de Musk le jour de l'investiture dans le stade américain disait ça, c'est formidable, on va aller sur Mars, voilà, on va pouvoir à nouveau espérer. Et je crois que c'est ça le carburant, c'est au fond Trump est le président, non pas seulement des Américains, mais je dirais le président des hommes sans récit, les hommes qui ont tout perdu, leur maison, et ça c'est pas seulement américain, c'est aussi le mouvement des Gilets jaunes parlait de ça, c'est-à-dire des gens qui ne demandaient rien, qui n'avaient pas forcément de revendications précises, mais qui revendiquaient au fond la possibilité d'inscrire leur vie dans un continuum et dans un futur possible. Le président des hommes sans récit, Thomas Steger. Oui, et le président des hommes sans récit, mais qui tente d'en offrir un avec la Lune, d'ailleurs, ou le Mars, pardon, on est très très loin du bon sens pour le coup. Franchement, demander à un paysan est-ce qu'on tirait sur Mars, d'ailleurs, souvent le bon sens est de dire que l'homme n'est pas allé sur la Lune. Ou que la Terre est plate. Donc là, il peut y avoir des confrontations de bon sens entre un bon sens technophile et technodoule, quoi, d'opposition ou d'amour de la technologie. Donc oui, il y a certainement ça. Et puis il y a quand même, pour revenir au carburant, la colère, bien sûr, le discrédit envers les élites. Pas toutes les élites, hein. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, Donald Trump, pourtant, il vient de l'élite. Remarquez, les élites économiques sont ultra préservées. Et chez nous aussi. En France, il y a des médias qui ne cessent de cracher sur des élites culturelles ou médiatiques, jamais sur les élites qui les nourrissent. Les élites économiques. Donald Trump ne crache jamais sur les élites économiques. Il ne crache que sur les élites culturelles, parce que ces élites culturelles, et j'en reviens à la culture de l'inculture, elles posent des problèmes là où il n'y en a pas, elle rend complexe, et effectivement, je pense que quand même, on doit en revenir à un monde aujourd'hui dans lequel on vit tous, qui est un monde totalement incertain, où on ne sait pas, on nous promet l'apocalypse environnementale, on nous promet l'apocalypse démocratique, on nous promet demain l'apocalypse économique, et face à tous ces récits apocalyptiques, il y a deux solutions, soit on ferme les médias, et on a beaucoup de fatigue informationnelle, on se coupe et on se retourne vers soi-même, on se renferme soi-même, ou bien on va se mettre dans les bras de ceux qui vous promettent des réponses simples, de bon sens, que sont les dirigeants populistes
c'est pas par hasard qu'ils aient le vent en poupe aujourd'hui, comme ils ont eu le vent en poupe dans les années 1930. Je suis pas en train de dire que c'est les mêmes, mais dans les années 1930, après la crise de 29, on était aussi dans un monde tellement instable que vous avez des gens qui arrivent avec des solutions clés en main. Vous leur donnez, si vous avez envie, vous leur donnez quitus et vous leur faites confiance. Et on en a bien sûr largement parlé hier. On sait ce que l'histoire a donné. Alors, on parlait rapidement tout à l'heure du président argentin Milei, qui est aussi un défenseur du bon sens. On peut parler de Bolsonaro. On a parlé des hommes et des femmes politiques ici en France qui défendent aussi ce bon sens. Il y a quand même une forme de suivisme ici en Europe. Est-ce que Donald Trump a quand même réussi à faire changer un peu la conversation ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est de bon ton, et ça va devenir de plus en plus vrai, de dire il a raison. Il a raison, et regardez, ça marche. Et donc, en Europe, faisons pareil. Thomas disait tout à l'heure que c'était un peu différent en Europe. Christian Salmon. Moi, ce que je constate, c'est la puissance de contagion de tous les discours Milei, Trump, Bolsonaro en Europe. C'est-à-dire que les langues se libèrent. Il y a là, au fond, le grand récit qui est en train c'est pas seulement celui du bon sens, c'est celui d'un capitalisme de l'apocalypse, c'est-à-dire un capitalisme de la destruction, destruction des États, création de zones franches qui vont se substituer progressivement ou trouer l'espace de la souveraineté nationale, des États, dissolution des liens de solidarité entre les êtres au profit d'un comportement individuel d'entrepreneur de soi. Et on voit bien que chez notre ministre de l'Intérieur que la reprise de la tronçonneuse de Milei fait des émules. C'est-à-dire que après tout, puisque ça marche, pourquoi s'en priver ? Les prochains Européens, d'un mot, Thomas a voté, ce sont les Allemands. Le Friedrich Merz, qui est le chef des conservateurs allemands, ce n'est pas l'AfD allemande, lui aussi, il parle de bon sens. Mais tout le monde parle de bon sens, c'est la panacée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bon sens des uns peut s'opposer au bon sens des autres. Parce que le bon sens de Trump, c'est de dire on est plus puissant, baissez vos taxes douanières. Mais nous, on peut dire aussi, notre bon sens à nous, c'est de nous protéger. Donc les bons sens peuvent à un moment donné entrer en opposition les uns par rapport aux autres. Donc bien sûr, il y a une contagion du bon sens partout, et parce qu'on a les mêmes ferments, je suis pas sûr que ce soit une imitation des États-Unis. Je pense qu'on est capable, nous aussi, de produire des populistes, et même avant les Américains, on en a produit des très puissants, des très dangereux. Mais ce que dit Christian, et ce qui est très important, et pour finir avec ça, c'est que le bon sens ne doit pas masquer la forêt idéologique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que dans les raisons, on regardera le mur, etc. Mais n'oublions pas la destruction démocratique qui est à l'œuvre, et que la démocratie, pour eux, illibérale, elle est de bon sens, parce qu'il est de bon sens de donner à ceux qui ont gagné le pouvoir tous les pouvoirs contre l'état de droit. C'est aussi ça le bon sens. Ne regardons pas que le mur, regardons aussi les gens qui sont en train de le construire. Merci beaucoup Thomas Snegarov. Dans l'intimité des présidents américains, on le lit chez Talendier. Merci infiniment Christian Salmon d'être venu ce matin sur ce plateau. L'empire du discrédit au lien qui libère. Merci messieurs, c'était passionnant. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de Parlons-en.